On s'est quitté à la fin de la première partie de cette vidéo après avoir juste coupé, fraisé la première surface sur mon bloc. Le bloc de forme le cube rectangulaire qui va devenir plusieurs petits blocs de taraudage. Suite à la vérification avec mon petit équerre d'ajusteur ou petit équerre de fabricant de poinçons et matrices, c'est un équerre à 90 degrés de précision, c'est un Starrett, mais c'est également un équerre dont la règle est légèrement inclinable pour mesurer les angles de dégagement sur des ensembles de poinçons et matrices. Donc, c'est un beau petit outil qu'on ne voit pas très souvent parce que la fabrication de poinçons et matrices, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. C'est une spécialité qui se perd, on dirait, moi en tout cas. Je n'ai une ici parce que je faisais des poinçons et matrices dans le temps. Mais c'est un excellent petit équerre de haute précision pour vérifier les surfaces à 90 degrés. Et j'ai vérifié ma pièce. Et j'ai découvert que ma pièce n'était pas carrée. C'était pas un désastre, mais c'était pas aussi carré que j'aurais aimé qu'elle le soit. Et la question est pourquoi? Bien, je suis un petit peu costaud comme bonhomme, vous avez peut-être remarqué, là, je suis grand, pesant, et j'ai tendance à surserrer ou serrer un petit peu trop mes étaux. Ils n'ont pas besoin d'être tués à chaque fois qu'on retient une pièce. Et moi, j'ai tendance à trop serrer. Donc, le problème, c'est que la mâchoire fixe de mon étau, quand je serre très fort, puisque je tiens la pièce seulement qu'en haut, la mâchoire fixe a une certaine flexion. Et évidemment, ça place ma pièce hors d'équerre. Ça, c'est problématique. Mais c'est un problème, j'ai vérifié, et c'est le cas, j'ai de la flexion. C'est un problème, et qu'est-ce que je peux faire? Bien, je peux faire deux choses. Serrer moins fort, qui est réellement pour moi pas une mauvaise idée, et où je peux enlever la base pivotante de l'étau. Là, la base pivotante, c'est un accessoire là, intéressant pour un étau, mais ça enlève de la rigidité à l'étau. Pourquoi? Parce que le bout de l'étau, celle qui retient la mâchoire fixe, et l'arrière de l'étau, celle qui retient la vis et tout, mais ils ne sont pas soutenus en dessous. L'étau est soutenu seulement sur un cercle à son centre. Et évidemment, quand je serre, bien, les bouts ont tendance à vouloir plier légèrement ou avoir une légère flexion, parce qu'ils ne sont pas soutenus en dessous. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, je peux enlever la base pivotante, que j'ai réellement juste besoin. Là, je peux la replacer quand je n'ai besoin, mais en réalité, je n'ai besoin que seulement pour une très petite fraction du nombre de projets que je peux faire. 95% au plus des projets qu'on fait sur la fraiseuse n'ont pas besoin de base de pivotement. Donc je peux m'en débarrasser. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais l'enlever et je vais fixer mon étau directement sur la table. Ce que ça va me donner, c'est beaucoup plus de rigidité parce que tout le fond de l'étau, même le bout qui a la mâchoire fixe, va être en contact avec la table, poussé ou tiré par les vis de fixation sur la table. Là, la table de la fraiseuse, elle est très rigide. Donc, ça va soutenir et rendre mon étau beaucoup plus rigide. Et c'est ce qu'on va faire pour commencer la vidéo d'aujourd'hui. Alors, regardons comment enlever la base pivotante sur l'étau. Là, vous pouvez voir ici que j'ai opté pour des pinces de fixation ici, des brides de serrage, autrement dit.
Et la raison est simple. Je fais ça, je baisse l'étau et je le positionne directement sur la table. Donc j'enlève la base pour augmenter la rigidité en me donnant un meilleur contact d'un bout aussi loin que possible sur l'autre. Et si j'utilise les trous de fixation dans la base de l'outil, je m'aligne sur une rainure et je surplombe le bout et c'est vraiment pas l'objectif de l'opération. Donc en utilisant ces pinces de serrage, ces brides de fixation, ça fonctionne parfaitement. Je veux dire, c'est très correct de le faire et ça me permet réellement de positionner l'étau où bon me semble. Je ne suis pas prisonnier des rainures, il y a une certaine flexibilité. Par contre, il est crucial, lorsqu'on utilise ces pinces, d'appliquer une force directement vers la table. Et pour ça, il y a deux choses qu'il faut faire. Un, il faut s'assurer que le talon de la bride soit légèrement plus haute que le bout qui applique la force. Et je veux que, si possible, utiliser, ici j'ai une petite cale là, qui est juste une rondelle épaisse que j'utilise pour m'assurer que je sais le lieu où j'applique la force et que c'est pas généralement là, flou. Donc je sais où je serre et je sais que ce bout-là est légèrement plus bas qu'ici et ça fait en sorte que j'applique réellement une force vers le bas. Si le talon est plus bas, ça a tendance à repousser la pièce et c'est pas du tout ça que je veux. Je veux réellement une force vers le bas. Également, je pense que c'est important, quoique évident quand on le voit, qu'on veut que la vis ou le boulon de serrage, lorsque j'utilise ces serres-ci, soit le plus près possible du point d'ancrage. Évidemment, c'est pas le talon ici que je veux fixer solidement en place, c'est la pièce que je retiens. Si la vis est plus proche d'ici, je serre plus le talon que la pièce. Si je suis au centre, c'est juste les principes des leviers de base. Si je suis au centre, j'applique une force égale aux deux endroits. Donc ici, j'ai ma force de serrage et juste à l'œil, j'ai à peu près 2/3 de la force ici et 1/3 de la force de serrage en arrière. C'est ce que je veux. Donc, je vais serrer celui-là sans le tuer, juste serrer légèrement. Et celui-ci va être presque lousse. Et ce que ça va me donner, c'est un point pivot autour duquel je vais pouvoir aligner mon étau facilement. Une fois aligné, je vais serrer progressivement les deux en gardant un œil sur le cadran pour m'assurer que je ne bouge pas l'étau pendant le serrage. Donc, regardons l'alignement rapidement. Bon, ça me semble très bien. Donc, je vais juste serrer progressivement les serres pour m'assurer que je ne bouge pas la pièce lors du serrage. Et voilà, mon étau est bel et bien fixé là, très solidement sur la table. Mais la question qui reste, c'est est-ce que j'ai réglé mon problème de flexion? Puis pour ça, on va ramener le comparateur qui est bien installé pour faire le petit essai de flexibilité vers le bout de la mâchoire. Je vais installer une pièce. Je vais serrer un peu excessivement l'étau contre la pièce que je vais fixer dedans. Et on va constater si j'ai du mouvement et combien de mouvement que je vais avoir sur la mâchoire. Est-ce qu'il va en avoir un peu? Sans aucun doute, parce que je vais clairement surserrer l'étau. Mais si je n'ai que 1 ou 2 millièmes quand je surserre ou serre excessivement l'étau, je ne devrais être aucun problème quand je le serre régulièrement. Mais d'une façon ou d'une autre, on va vérifier combien de mouvements j'ai et combien de pression que je peux appliquer avant d'avoir un mouvement excessif.
Bon, je peux voir ici qu'en surserrant l'étau, j'ai obtenu une couple de millièmes, peut-être 2 millièmes de mouvement. Ce qui semblerait comme beaucoup, mais je m'attendais à avoir une certaine flexibilité. Je veux dire, ça reste un petit étau. Mais il faut dire également que comparativement à ce que j'avais avant ça, c'est phénoménalement bon. Donc, j'ai redonné beaucoup de rigidité à l'étau en enlevant la base et en l'assoyant directement sur la table. Et tant mieux, c'était l'objectif. Avant de passer à la prochaine surface qu'on veut usiner sur notre bloc, on va repasser sur cette première surface juste pour lui redonner son 90 degrés qu'on n'avait pas à cause de l'excès de flexibilité de l'étau. Alors reprenons très légèrement cette première surface. Bon, le problème avec les angles carrés ou la rectitude du bloc semble être réglé. On a un bloc qui est beau et carré. Alors, passons à la prochaine surface. Mais avant ça, je veux m'assurer qu'il n'y a pas de bavure. Là, j'ai pris une très petite coupe. J'avais déjà ébarbé la pièce avant la coupe. Donc, je ne m'attendrai pas à avoir de bavure. Mais on ne prendra pas de chance. OK? On va s'assurer qu'il n'y a rien qui peut venir en interférence avec mes mâchoires ou avec mes cales parallèles pour mettre la pièce hors d'équerre. Okay? Donc, la pièce est toute propre. Je peux la réinstaller. Et maintenant, on va fraiser la surface opposée à celle qu'on vient juste de fraiser. Donc, c'est ma première paire de surfaces qui va me donner une dimension. On va approcher cette dimension-là progressivement un petit peu à la fois. Il n'y a pas de problème là. Mais par contre, quelle dimension attaquer? Je vais finir avec des petits blocs qui ont 3 dimensions différentes, de relativement haut à plus petit, donc haut, moyen et petit. C'est fait exprès un peu dans la conception pour que ça arrive comme ça, parce que ça démontre un principe fondamental. Quand on peut, on attaque la surface ou la dimension la plus grande en commençant lorsqu'on ramène un bloc à ses dimensions de base. Et pourquoi? Parce que ça nous donne une porte, une sortie possible si je manque mon coup. Si la surface ici, je manque mon coup, puis elle est légèrement trop petite pour ce que je voulais. Mais tout d'un coup, elle pourrait devenir la deuxième paire et dire, OK, mais je vais juste continuer à le couper, puis au lieu d'être la plus grande dimension, ça va devenir la paire de surface qui a la dimension du milieu. Et mon bloc peut continuer à être usiné puis utilisé. C'est juste que la prochaine paire de surface deviendra à ce moment-là la plus grande dimension de chaque petit bloc. Donc, c'est d'ouvrir une porte, de laisser une sortie, de me permettre une possibilité d'erreur. Éventuellement, je vais faire une surface qui est la dernière, que j'aurai plus le choix. Mais ça me donne quand même des portes de sortie. Puis ça, c'est important à l'usinage d'adopter cette méthode-là. Ça, c'est juste un exemple. On va, au fil des leçons, là, puis des projets, en voir plusieurs d'autres.
le son du même genre dans différentes opérations pour maximiser nos chances de réussite. Bon, ben, là, on va faire notre côté opposé, mais on va faire bien attention d'utiliser notre même surface de référence, celle que j'ai préparée sur la sableuse dans la partie 1 de la vidéo, pour installer cette même surface de référence contre la mâchoire fixe de l'étau. Ça, je ne veux pas que ça varie. Fait que ça, c'est mon point d'ancrage, si on aime mieux, c'est ma référence de départ. Donc, on va venir couper notre côté opposé progressivement. Installons la pièce. Bon, avant d'aller plus loin, je vais aller chercher mon micromètre, puis je vais prendre deux mesures précisément. Pas parce que je suis proche, là, je suis loin de ma dimension finale, là, je suis même vraiment pas proche. Non, c'est pas ça. C'est que je sais que mon bloc va être carré dans l'axe Y, parce que mon étau, je l'ai vérifié, j'ai fait des essais, j'ai vérifié tantôt avec l'équerre, tout va être beau. Je n'ai pas de crainte de ce côté-là. C'est plutôt sur la longueur. Parce que lorsque j'ai replacé mon étau sur la table, je n'ai pas vérifié si le fond de l'étau était bel et bien parallèle avec le dessus de la table. Donc avant d'aller trop loin et puis être capable de me sortir du trou, je vais prendre une première mesure juste pour m'assurer que je suis bel et bien parallèle dans l'axe de la longueur de la table. Bon, 924 millièmes de pouce. Et je sais que mes amis européens, là, ça vous donne des crampes les pouces, mais ça fonctionne tout de la même façon. On peut s'imaginer qu'on est en millimètres. C'est les principes ici qui comptent. Donc, 924 millièmes de pouce sur le bout ici, et 924 et 5 10 millièmes sur l'autre bout. Donc, j'ai 5 10 millièmes de pouce hors parallèle d'un bout à l'autre de la pièce. Et ça, pour une fraiseuse, c'est phénoménalement bon. Je ne peux pas vraiment m'attendre à mieux que ça. C'est excellent ici. Même à 1 millième et demi, j'aurais été content. Donc, un demi-millième, là, c'est merveilleux. Bon, mais ceci dit, la mesure m'indique également que j'ai à peu près 100 millièmes, 0.1 pouce à enlever ici pour arriver à ma dimension pré-rectification. Il ne faut pas oublier ici que le bloc que je suis en train de faire est celui qui va être envoyé à quelqu'un d'autre pour la finition par rectification. Et que je vais devoir la laisser avec une surdimension. Je visais ou je m'attendais à laisser à peu près, comme j'ai mentionné dans la première vidéo, là, 10 millièmes de pouce par dimension. Ça veut dire qu'ici, ma dimension finale que je vise pour mon côté le plus haut, c'est 13 16e de pouce. Encore, je m'excuse aux personnes dans le système métrique. 13 16e, c'est 0.8125. Donc 812 millièmes et 5 10 millièmes. Je ne travaille pas au 10 millièmes ici. C'est une fraiseuse, pas une rectifieuse. Là. Réellement, 10 millièmes, c'est fou. On ne fait pas ça sur une fraiseuse. Donc, je vais arrondir mon 8.125 à 3 décimales. La règle, c'est simple. 5, on monte, 4, on descend. Donc, 8.125 équivaut à 8.1.3. 813 millièmes, c'est ce que je veux. J'ai 924, donc 1 millième au-dessus de 923, ce qui est très, très, très proche. Donc, on peut dire que si j'enlève 100 millièmes, je vais arriver à 0.824 millièmes de pouce, ce qui est le 10 millième au-dessus de la dimension finale que je veux pour la rectification après le traitement thermique. Donc, on va enlever ce 100 millième, 0.1 pouce là. Mais je ne peux pas le faire d'un coup. Là, il va falloir faire des passes successives.
Je ne ferai pas les passes successives sur caméra. On va sauter plus loin parce que c'est très répétitif et on va revenir avec notre dernière coupe, la coupe finale. Ensuite, on va retirer la pièce de la machine, on va aller à l'établi, on va l'ébarber et on va mesurer pour nous assurer que les surfaces qu'on vient de produire sont bel et bien parallèles et à la dimension voulue. Bon, comme on a pu voir, on a réglé la profondeur de cette dernière coupe entre 10-11 millièmes de pouce. Donc, prenons la coupe. Bon, 824, 823, je suis dans la zone, je suis satisfait avec la dimension. Ici, j'ai mon 813 que je veux, plus mon 10 millième de surdimension. 823, 824, c'est précis en masse. Bon, ben, je suis content avec ça. Je vais maintenant pouvoir passer à ma dernière paire de surfaces. Et dans ce cas-ci, je vais retenir une des deux surfaces que je viens juste de couper contre la mâchoire fixe. On va choisir une, puis ça va être elle qui va rester là pour les deux surfaces à venir. Et je vais prendre la surface originale qui était contre la mâchoire fixe pour les deux premières coupes que j'ai prises. Donc celle que j'ai finie sur la petite sableuse, bien, elle va aller sur mon parallèle cette fois-ci avec une des deux déjà finies contre la mâchoire fixe. Et je vais venir prendre une coupe sur mon premier des deux surfaces à venir. Là, je vais enlever juste un petit peu, pas plus qu'il faut. Ensuite, je vais débarber. On va leur virer de bord et on va couper la deuxième de cette paire de surfaces pour arriver éventuellement à notre dimension de 5/8 de pouce. Là, ici également, je veux laisser 10 millièmes de trop. Donc 5/8, c'est 0.625, 625 millièmes. Je m'excuse à mes amis métriques. Donc je vais laisser 10 millièmes. Donc je vais le finir ici, le dégrossir à 635,635 millièmes de pouce. Ça va être mon 10 millièmes pour la rectification. Là, je ne montrerai pas toutes les coupes que je vais prendre sur cette deuxième de cette paire de surface parce que j'ai évidemment beaucoup de matière à enlever. Fait qu'encore ici, à ce moment-là, une fois avoir tourné le bloc de bord, je vais juste montrer la dernière coupe qui devrait nous arriver ou nous amener à notre 635 millième de pouce. Donc, j'ai ma pièce qui est ébarbée et je suis prêt à commencer ma deuxième paire de surface. Pour ça, ben, je vais, dans ce cas-ci, positionner la surface que j'avais préparée au tout début sur la sableuse. Mais elle, je vais la positionner sur le parallèle, la cale parallèle qui va soutenir. Et une des deux autres surfaces ben, va être utilisée pour une nouvelle référence. Elle va aller contre la mâchoire fixe, une des deux surfaces que j'ai déjà usinées. Donc, pour ça, ça ne fait pas d'importance laquelle qu'on choisit, mais je vais choisir
celle-là et je fais une marque noire sur cette surface-là. Noir, c'est pas important, mais pourquoi une couleur? Parce que je fais deux blocs comme ça, qui vont être très similaires, mais juste très légèrement différents par à peu près 10 millièmes sur chaque dimension. C'est pas beaucoup, à peu près 3 cheveux. Et ça veut dire que mon autre bloc, ben, je vais marquer mes références avec une plume bleue. Pourquoi noir et bleu? Ben, c'est simple. C'est parce que tout ce que j'ai, c'est noir et bleu comme crayon feutre à encre permanent. Fait que c'est ça que j'utilise. Lorsque j'aurai fraisé ma première surface de la nouvelle paire, bien, cette surface-là va devenir ma référence dans ce plan-là et je mettrai une ligne noire sur cette surface-là pour me rappeler que c'est ma référence. Parce que ce que je ne veux pas faire ici, c'est commencer à flipper la pièce d'un bord et de l'autre, puis utiliser toutes les surfaces comme référence. Donc, je veux maintenir un certain là, décorum ici. Bon, donc je m'installe. Bon, là, ma pièce, elle est coupée. J'ai coupé la première surface de ma deuxième paire de surfaces et j'ai mis une marque noire dessus pour l'identifier comme ma surface de référence. Là, ce qui me reste à faire, c'est ma dernière surface, qui est la deuxième surface de la deuxième paire. Et je vais avoir beaucoup de matériel à enlever. Donc, je vais me réinstaller. Surface de référence contre la mâchoire. Ma nouvelle, celle que je viens juste de faire, vers le bas. Donc, mes deux marques que j'ai faites sur la pièce. Je m'installe. La pièce, elle est bien assise. Et maintenant, je vais prendre une succession de coupes. Parce que j'ai à peu près 3/8 de pouce à enlever, là. Bon, je coupe allègrement depuis tantôt. Et je suis rendu proche de ma dimension. Là, je veux finir avec, ici, 635 millièmes de pouce. 0.635 pouces. Ou, si j'aime mieux, 10 millièmes au-dessus de 5/8. Bon, bien, ceci étant dit, je veux savoir ici combien est-ce qu'il me reste à enlever pour arriver à cette dimension. Je sais que je devrais être proche, entre 10 ou 15 millièmes de pouce, mais comment est-ce qu'il me reste à enlever? Ça, c'est la question. Et il y a un petit truc que vous pouvez faire à la maison qui accélère beaucoup ce travail-là. Et ça, c'est avec une de ces pieds à coulisses, un pied à coulisses digital qu'on va pouvoir remettre à zéro. Donc, rentrons un peu plus proche, puis je vais vous montrer comment le faire. Bon, mon pied à coulisses, je vais le fermer complètement et je vais le mettre à zéro à cet endroit-là. Donc, j'ai 0 lorsqu'il est fermé. Là, je veux ici que ma pièce finisse à 635 millièmes de pouce. Donc, je vais ouvrir à 635 et je vais le replacer à 0 à cet endroit-là. Bon, ben, l'ouverture que j'ai ici, c'est ce que je veux finir avec, 635. Et maintenant, si je mesure à partir de cette dimension-là, bien, le résultat que j'aurai est de facto la différence entre ce que ma pièce est et ce que je veux qu'elle soit. Bon, regardons ce qu'on a ici. Je vais mesurer du dessus de la pièce jusqu'au dessus de la cale parallèle qui est assis dessus. Puis on va descendre ici. Et on a 11, 10, ouais, c'est ça. 10 ou 11 millièmes de pouce. On va dire 11 millièmes. Et ça veut dire que j'ai 11 millièmes de pouce à enlever sur ma pièce pour atteindre mon 635 millièmes de pouce. C'est aussi simple que ça. Alors, enlevons le 11 millième. Bon, beaucoup de fraisage a été fait et qu'est-ce que ça m'a donné? Bien, à la fin de tout ça, je finis avec deux blocs. Deux blocs presque identiques, un qui est légèrement surdimensionné, mais très légèrement, réellement à peu près
grosseur pour grosseur, c'est 1 millième de pouce dans chaque dimension, en surdimension. Et un deuxième qui, lui, va être envoyé pour être durci et rectifié par quelqu'un d'autre, puis éventuellement qui va finir dans le coffre à outils de Keith Fenner pour quelqu'un. Et ceux-là, ben, je les ai laissés 10 millièmes de pouce au-dessus de leur dimension. Donc, celui qui est grosseur pour grosseur mesure 0,6 de 6 et 0,8 1 millième de pouce au-dessus de chaque. Et celui-ci qui est surdimensionné ben, mesure 0,635 au lieu de 625 et 0,823 au lieu de 0,813. 10 millièmes de pouce. Et les dimensions que je viens d'énoncer ben, sont précises en dedans d'1 millième de pouce. Et ça me démontre que cette machine-là, même si c'est une machine de basse qualité, mais si on l'utilise correctement et on fait très attention à ce qu'on fait, bien, on peut faire du travail de précision. Là, on en a la preuve. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Bien, ce qui me reste, c'est d'établir mes surfaces de référence tertiaires. Et je vais faire ça par fraisage latéral, en utilisant le côté d'une fraise, pas comme celle que j'utilisais là, qui est réellement une fraise en bout seulement, mais une fraise en bout comme celle-ci qui peut couper sur son côté. Et je vais utiliser ça pour venir fraiser le bout de ma pièce et établir ma surface de référence. Je peux ensuite tourner la pièce, faire la même chose au bout et avoir deux surfaces de référence. Ensuite, je peux couper ces pièces-là et avoir deux pièces. Ensuite, je peux refraiser les bouts, couper et en avoir deux autres et possiblement même un cinquième. Donc, il est possible que je puisse sortir 5 pièces de chacun des blocs. OK, on verra comment les choses vont. Là, on va aller installer notre outil dans la fraiseuse pour faire du fraisage latéral, puis regarder comment ça fonctionne.
bien, ça fonctionne bien. Puis ça produit réellement une belle surface plane et bien carrée. Carrée parce que j'ai assis ma surface de référence contre la parallèle et le fond de l'étau et que j'avais aligné l'étau au début de ce projet. Et réellement, c'est pour ça que je l'avais aligné initialement, parce que jusqu'ici, je n'avais pas besoin d'un étau aligné pour faire les 4 hautes surfaces du bloc. C'était des opérations de fraisage bidimensionnel. Le bout ici, le bout tertiaire, c'est la première fois que je coupe ici, dans ce projet-ci, une coupe qui est tridimensionnelle, en X, Y et Z. Donc, elle est bien plane et bien carrée, et tant mieux. Ça me donne 2 bouts, puisque j'ai inversé la pièce et j'ai fait les 2 bouts qui sont fiables. Je vais donc pouvoir couper 2 blocs, un à chaque bout, et avoir une surface tertiaire fiable pour partir avec. Et ça simplifie ma vie là, énormément. Bon, là, il me reste à faire la même chose avec l'autre bloc. Et l'autre bloc aura également 2 bonnes surfaces de référence tertiaires. Ça va être assez pour la partie 2 de cette vidéo portant sur le projet bloc de taraudage. Dans la prochaine vidéo, on va regarder le découpage de ces gros blocs en 4 ou 5 plus petits blocs et le fraisage des surfaces tertiaires qui restent à leur dimension finaux. Bon, on va regarder ça et ensuite on va regarder le plan, le dessin de ce projet-ci en détail pour pouvoir définir un plan d'attaque ou une séquence d'usinage qui va nous permettre de percer avec précision les 7 trous, parce que les blocs sont tout petits, mais il y a 7 trous différents à percer dans chacun de ces petits blocs. Donc d'ici là, comme je dis toujours, amusez-vous, faites attention et bon usinage.